La Zélandia, souvent désignée comme le continent perdu, recèle une histoire géologique fascinante qui remonte à plusieurs centaines de millions d'années. Pour comprendre ses origines, il est essentiel de plonger dans les grandes dynamiques tectoniques et géodynamiques qui ont sculpté les continents tels que nous les connaissons aujourd'hui. Cette histoire commence bien avant que la Zélandia ne devienne ce qu'elle est actuellement, immergée sous les eaux, ne laissant apparaître que ses sommets principaux, la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie. La formation géologique de la Zélandia est intimement liée à la fragmentation progressive d'un supercontinent majeur, la Pangée, il y a environ 300 millions d'années. La Pangée, assemblage colossal de quasiment toutes les masses terrestres, commença lentement à se fissurer à la fin du Paléozoïque et surtout pendant le Mésozoïque. Cette fragmentation donna naissance à plusieurs blocs continentaux, dont le Gondwana, supercontinent lui-même, formé d'une vaste portion des terres aujourd'hui situées dans l'hémisphère sud, Afrique, Australie, Antarctique, Amérique du Sud et ce qui deviendra la Zélandia. Pendant le Mésozoïque, qui s'étend de 252 à environ 66 millions d'années, la Zélandia était initialement une partie intégrante du Gondwana oriental. Elle se trouvait alors dans une position relativement au sud, adossée à ce bloc continental majeur. Le contexte était celui d'un monde chaud, avec des climats tropicaux à tempérés et une biodiversité en pleine explosion, notamment au niveau des dinosaures et des premières plantes à fleurs. La Zélandia ne s'est pas formée ex nihilo, mais résulte d'un enchevêtrement complexe de roches sédimentaires, volcaniques et métamorphiques qui attestent d'épisodes tectoniques anciens. Elle comprend des terrains aussi vieux que le Cambrien, soit il y a plus de 500 millions d'années, indiquant des racines géologiques très anciennes. Ces terrains massifs ont été ensuite affectés par plusieurs phases tectoniques, dont la première grande orogenèse ayant profondément façonné la région fut celle du Paléozoïque, avant la formation complète du supercontinent, avec la fragmentation progressive du Gondwana à partir du Jurassique moyen, environ 170 millions d'années. La Zélandia commence à s'individualiser en tant que bloc distinct. Ce processus, à la fois géologique et géophysique, passe par des épisodes d'extension de la croûte terrestre et de rifting, mécanismes par lesquels une zone continentale s'étire et finit par se morceler. Cette extension a amené la formation de bassins sédimentaires profonds, qui allaient, plus tard, être comblés par des dépôts marins et continentaux, témoignant à la fois d'environnements marins peu profonds, lagunaires et terrestres. L'un des éléments incontournables dans cette histoire est la submersion progressive de la Zélandia. Contrairement au continent traditionnel, qui émerge clairement au-dessus du niveau marin, la Zélandia est caractérisée par un affaissement global de sa croûte continentale. Ce phénomène de subsidence est lié en partie à sa faible épaisseur et à sa densité particulière, ce qui la rend globalement plus lourde, favorisant son enfoncement dans le manteau terrestre. Ainsi, à partir d'environ 23 millions d'années, la majeure partie de la Zélandia s'est retrouvée submergée sous l'océan Pacifique, conservant néanmoins quelques portions émergées, comme la Nouvelle-Zélande et ses îles associées. Le positionnement de la Zélandia au sein des blocs continentaux de l'époque nous éclaire également sur sa dynamique. Du fait de son adhésion au Gondwana, ce continent flottant s'est trouvé à proximité de la Proto-Australie et de l'Antarctique, dans le secteur sud de l'hémisphère sud. Cette localisation a eu un impact majeur sur la faune et la flore qui ont occupé la Zélandia, puisque les échanges biologiques se faisaient souvent par des corridors terrestres alors existants, notamment avant la fermeture des océans et l'efficacité des barrières biogéographiques marines. Les mouvements tectoniques liés à la dérive des continents
ne se firent pas sans conséquences majeures. La Zélandia s'est ainsi détachée d'une croûte plus vaste, formant une région isolée, avec une histoire propre. Cette suite de fractures et de basculements a été favorisée par la présence de failles majeures qui ont déterminé la structure actuelle du plateau sous-marin, marquée par des différences de profondeur et d'altitude considérables. Alors que la Pangée se divisait, les variations du niveau marin influencèrent la manière dont la Zélandia allait progressivement perdre sa connexion continentale. Les phases de haut niveau marin ont accéléré la submersion, coupant les ponts terrestres autrefois existants. Ce processus marque la transition vers un isolement biologique croissant qui sera étudié plus tard, révélant un fort endémisme. L'étude des roches affleurantes et des forages profonds en Zélandia a permis de reconstruire cette histoire complexe, où le puzzle entre tectonique et paléogéographie s'imbrique finement. Ces données ont montré que la Zélandia ne doit pas être considérée comme une simple île ou un archipel, mais bien comme un fragment continental majeur dont la géologie témoigne d'un passé partagé avec d'autres régions majeures du Gondwana. Ainsi, comprendre les origines géologiques de la Zélandia revient à naviguer entre les grands événements de l'histoire de la Terre. La formation et la dissolution des supercontinents, les mouvements des plaques tectoniques, la submersion progressive et l'isolement final du territoire. Toutes ces phases ont profondément modifié la géographie, le climat et la biodiversité, posant les bases de l'étude paléontologique et biogéographique de cette région unique. Ce panorama introductif, bien que résumant des centaines de millions d'années avec une précision synthétique, place désormais la Zélandia dans un contexte géodynamique global, expliquant sa position dans le monde contemporain. Le prochain chapitre se penchera plus précisément sur les processus techniques et géologiques d'éloignement de la Zélandia par rapport à l'Australie et à l'Antarctique, et l'évolution de son isolement progressif dans l'océan Pacifique. Après avoir exploré les origines géologiques profondes de la Zélandia, il est maintenant temps d'examiner en détail l'évolution tectonique qui a conduit à son isolement progressif, marqué par la séparation de la Zélandia d'avec l'Australie et l'Antarctique. Ce processus, qui s'étend sur des dizaines de millions d'années, est au cœur de la formation de ce que nous appelons aujourd'hui la Zélandia, un continent quasi immergé, distinct et isolé dans le sud-ouest de l'océan Pacifique. L'histoire tectonique de la Zélandia ne peut être dissociée des mouvements complexes de la plaque indo-australienne et de la plaque antarctique, qui étaient autrefois des parties adjacentes d'un même manteau continental intégré dans le Gondwana. Vers la fin du Jurassique et le début du Crétacé, environ 180 à 120 millions d'années avant notre ère, des forces internes profondes à la Terre ont commencé à provoquer l'extension de la croûte terrestre dans cette région. La séparation initiale s'est amorcée par ce que l'on appelle un rifting continental. Ce phénomène consiste en une série de déchirures et de fractures dans la croûte, résultant du mouvement divergent des plaques tectoniques. Dans le cas de la Zélandia, cet étirement a entraîné la formation de nombreux bassins sédimentaires allongés, dans lesquels se sont déposés des sédiments variés, principalement marins et fluviatiles, à mesure que la mer envahissait les dépressions créées. Progressivement, ce rifting s'est accentué et conduit, il y a environ 85 à 60 millions d'années, à un véritable découplage, avec un amincissement considérable de la croûte continentale avant son effondrement partiel. Ce stade marque le début véritable de la dissociation de la Zélandia d'avec la masse terrestre australienne et antarctique. Lors de cette période, on observe aussi une activité volcanique accrue, traduisant la montée de magma depuis le manteau, qui contribue à la restructuration de la lithosphère locale. À mesure que le rifting se transformait en océanisation, c'est-à-dire la formation d'une nouvelle croûte océanique par l'extraction magmatique au niveau des dorsales océaniques,
la mer de Tasman s'est progressivement installée entre ce qui allait devenir la Zélandia et l'Australie. Ce bras océanique a agi comme une barrière physique et biogéographique, séparant définitivement ces masses continentales. Parallèlement, la séparation avec l'Antarctique s'est opérée via des mécanismes similaires, mais à un rythme distinct, lié à la dynamique spécifique des plaques en présence. La dorsale pacifique antarctique a ainsi joué un rôle clé en favorisant la création d'un nouveau plancher océanique, accentuant le décalage entre la Zélandia et l'Antarctique. Ce processus s'est étalé du Crétacé, supérieur au Cénozoïque, soulignant une évolution progressive, non instantanée. Il est important de souligner que la Zélandia n'a jamais complètement émergé comme un continent traditionnel au cours de cette période, même avant sa submersion finale. Sa croûte, plus mince que celle des continents classiques, a commencé à s'enfoncer peu après son ostracisation, accentuée par la tectonique régionale. Ce phénomène a favorisé son isolement géographique et biologique, car les connexions terrestres devinrent rares, fragmentées, voire inexistantes. Au fur et à mesure, la Zélandia devint ainsi une mosaïque de micro-continents et d'îles éparses, séparés les uns des autres par des bassins marins profonds. Ces reliefs émergés actuels, principalement la Nouvelle-Zélande, témoignent encore des déformations tectoniques anciennes, avec des chaînes montagneuses issues de la collision et du plissement, liées notamment à l'interaction de la plaque pacifique et de la plaque indo-australienne. L'isolement progressif de la Zélandia a également eu des répercussions majeures sur les écosystèmes qu'elle abritait. À la frontière entre continents, ces milieux fragiles ont dû s'adapter à la perte de connexion terrestre. En conséquence, une biocénose unique a pu se développer, avec un endémisme notable, renforcé par la disparition des corridors continentaux traditionnellement utilisés par diverses espèces pour migrer. Les études géochronologiques et paléomagnétiques ont permis de reconstituer avec précision les étapes de cette séparation. Les analyses isotopiques et la datation des roches volcaniques datent précisément la mise en place des dorsales et les épisodes d'extension crustale. Couplées aux données sismiques marines, ces informations ont révélé une architecture fortement segmentée, où la Zélandia perd progressivement son lien continental, s'enfonçant dans les profondeurs océaniques. Ainsi, l'évolution tectonique de la Zélandia encapsule des processus dynamiques complexes. Rifting, amincissement crustal, océanisation partielle, subsidence et mountain building. Chaque étape a contribué à définir la géographie physique et biologique actuelle de la région. Cette transformation a duré plusieurs dizaines de millions d'années, faisant de la Zélandia un laboratoire naturel extraordinaire pour étudier la dérive des continents et l'impact de la tectonique sur la biodiversité et les environnements. En résumé, la Zélandia s'est détachée progressivement de ses anciens voisins, que sont l'Australie et l'Antarctique, grâce à une série d'événements tectoniques étalés sur des dizaines de millions d'années, passant du rifting au comblement océanique. Ce processus d'isolement a non seulement façonné sa configuration actuelle, mais aussi conditionné son histoire paléobiogéographique, qui sera abordée dans les sections suivantes, notamment en explorant sa morphologie actuelle et passée, ainsi que l'histoire de ces divers sites fossilifères. L'histoire géologique de la Zélandia, ce continent presque entièrement immergé, se lie au travers de ses formes actuelles, mais surtout de celles qu'il a endossées au fil des âges, dessinant un paysage complexe tant en superficie qu'en profondeur. Étudier la morphologie actuelle et passée de la Zélandia, c'est plonger dans l'analyse fine de ces cartes paléogéographiques et bathymétriques, qui révèlent non seulement son découpage spatial, mais aussi les interactions qu'elle a eues avec son environnement marin et tectonique. Aujourd'hui,
la Zélandia s'étend sur environ 4,9 millions de kilomètres carrés, ce qui en ferait un continent de taille comparable à l'Inde. Toutefois, plus de 90% de cette surface est submergée sous les eaux de l'océan Pacifique, à des profondeurs qui varient habituellement entre 1000 et 3000 mètres, bien que certaines zones soient plus littorales ou s'élèvent en îles émergées, à l'instar de la Nouvelle-Zélande et de la Nouvelle-Calédonie. Cette submersion généralisée rend sa découverte et son étude complexe. Mais les avancées en géosciences, notamment grâce aux données bathymétriques obtenues par sonar et aux levées géophysiques, ont permis une cartographie précise du relief sous-marin. Sur ces cartes bathymétriques modernes, la Zélandia apparaît comme un vaste plateau continental, aux limites bien distinctes délimitées par des pentes abruptes qui marquent la transition vers les grandes profondeurs de l'océan. Ce plateau se caractérise par une morphologie hétérogène, alliant zones relativement plates à des reliefs sous-marins accidentés, incluant des cimes de montagnes submergées, des vallées encaissées et plusieurs marges tectoniques actives. Parmi ces reliefs, la dorsale de Campbell et la zone de subduction de la fosse de Ikurangi sont des structures majeures, attestant d'une activité tectonique persistante. Historiquement, la Zélandia a connu plusieurs configurations géographiques, qui ont elles-mêmes évolué au gré des cycles tectoniques, des variations du niveau marin et de la subsidence croissante. Les reconstitutions paléogéographiques s'appuient sur des données géologiques associées aux analyses des roches affleurantes, aux sédiments marins et aux fossiles, donnant à voir comment ce territoire était autrefois connecté à la masse continentale plus vaste du Gondwana. Au Crétacé, il y a environ 100 millions d'années, la Zélandia formait une masse continentale émergée bien plus vaste qu'aujourd'hui, avec une topographie variée. Les cartes paléogéographiques rigoureuses montrent alors l'existence d'un continent allongé, continu, qui s'étendait depuis ce qui est aujourd'hui l'Australie jusqu'à l'Antarctique, en passant par la Zélandia. Cette période correspond à la phase où la croûte s'amincit progressivement, mais où l'élévation moyenne du continent permet encore une émergence majeure. À la suite de la séparation progressive, la configuration s'est modifiée et la morphologie de la Zélandia est devenue fragmentée, véritable archipel dispersé, dont les îles actuelles ne seraient que des sommets d'une grande masse continentale immergée. Ces évolutions sont attestées par des archives géologiques témoignant de variations marquées du niveau de la mer, notamment durant l'Oligocène et le Miocène, entre 34 et 5 millions d'années, période au cours desquelles la ligne de côte a fluctué. Les données gravimétriques couplées à l'imagerie sismique profonde permettent également d'observer la structure sous-jacente du plateau. Elles montrent un continent au profil très mince, avec une épaisseur crustale qui oscille entre 10 et 25 km, contrastant fortement avec les 30 à 40 km présents sous d'autres continents. Cette minceur explique en grande partie la tendance aux subsidences et à la submersion. L'examen des cartes paléogéographiques donne aussi des indices sur les phénomènes érosifs qui ont modelé la surface continentale, notamment par l'action de grands fleuves paléoïdes et par des périodes d'activité volcanique intense. Les champs volcaniques, tels que ceux visibles sur la côte ouest de la Nouvelle-Zélande, témoignent de l'influence tectonique et magmatique ayant façonné non seulement la surface, mais également l'architecture interne de la croûte. Par ailleurs, les données bathymétriques mettent en lumière des fossés océaniques profonds et des marges actives, rendues visibles par des abruptes variations de relief, ce qui révèle une tectonique encore dynamique. En particulier, la subduction de la plaque pacifique sous la plaque indo-australienne à l'est de la Zélandia. Cette activité influence directement la sismicité, la formation de montagnes émergées,
ainsi que l'évolution des bassins sédimentaires. En synthèse, la morphologie actuelle de la Zélandia est le fruit d'une longue histoire géodynamique faite de fragmentation, de subsidence et d'interactions tectoniques complexes. Les cartes paléogéographiques et bathymétriques nous offrent un portrait détaillé et stratifié de cette histoire, révélant un continent éclaté, quasi immergé, dont les sommets émergés ne sont qu'une part visible d'une structure beaucoup plus vaste et complexe. Dans la suite de notre exploration, nous nous pencherons sur la découverte scientifique de la Zélandia, retraçant l'histoire des explorations et la manière dont les avancées technologiques contemporaines ont permis de révéler ce continent perdu, longtemps méconnu voire ignoré par la communauté scientifique internationale. L'histoire scientifique de la Zélandia est une aventure longue et progressive, marquée par une lente prise de conscience de son existence et de sa nature véritable. Pendant longtemps, cette vaste étendue de croûte continentale, immergée, est restée méconnue, noyée sous les eaux de l'océan Pacifique et souvent assimilée à un simple ensemble d'îles isolées, oubliées ou peu étudiées. C'est seulement au cours des dernières décennies du XXe siècle et dans les premières années du XXIe siècle que la notion de Zélandia en tant que continent à part entière a émergé avec force dans la communauté scientifique internationale. Les premières observations géologiques remontent à la période des grandes explorations maritimes du XIXe siècle, où des navires de recherche cartographiaient les fonds océaniques autour de la Nouvelle-Zélande. Cependant, les données disponibles étaient trop limitées pour envisager l'existence d'un vaste continent submergé. La Nouvelle-Zélande et ses reliefs insulaires étaient alors perçus comme un archipel isolé, sans lien évident avec une entité continentale plus vaste. L'après-guerre a marqué une avancée majeure avec le développement des techniques géophysiques, dont la bathymétrie sonare, qui permettent une modélisation précise du relief sous-marin. Les levées sont approfondies dans les eaux entourant la Nouvelle-Zélande, révélant un plateau continental étendu, beaucoup plus grand que les seules terres émergées. Ces découvertes inaugurent le concept d'un continent englouti, mais celui-ci reste encore difficile à définir complètement. Les travaux pionniers des géologues comme Bruce Luyendyk à la fin des années 1990 et au début des années 2000 ont marqué un tournant décisif. En étudiant les données géophysiques, les caractéristiques pétrographiques et en compilant les analyses paléomagnétiques, ils ont proposé l'existence d'une entité continentale distincte, avec une épaisseur crustale et une composition typique du continent, nommée Zélandia. Leur recherche a démontré que cette masse de roches n'était pas un simple fragment dispersé, mais représentait la plus grande croûte continentale immergée au monde. À mesure que ces hypothèses ont gagné en reconnaissance, les sondages marins profonds se sont multipliés, mêlant géophysique, analyse sédimentaire et études paléontologiques. Ces données confirment la présence de terrains datant du Paléozoïque et du Mésozoïque, attestant de la continuité géologique entre la Zélandia, l'Australie et l'Antarctique, des indices puissants de leur origine commune au sein du Gondwana. La notion de continent perdu que représente la Zélandia soulève une série de débats. En effet, un continent est traditionnellement défini par un ensemble émergé d'une certaine taille avec une croûte épaissie. Or, la Zélandia est majoritairement submergée. Néanmoins, les critères géophysiques, tectoniques et géologiques lui confèrent le statut de continent, même s'il diffère par son immersion. Ainsi, le concept a évolué, déplaçant la réflexion sur ce qui constitue un continent au-delà du simple critère d'émergence géographique. La découverte a également amplifié la curiosité concernant l'histoire biologique et paléontologique de cette région. La reconnaissance de la Zélandia comme continent perdu
a des implications profondes pour la compréhension des migrations des espèces, des phénomènes d'endémisme et des adaptations évolutives dans un contexte d'isolement prolongé. Cela a stimulé de nouvelles recherches pluridisciplinaires, mêlant géologie, biologie et océanographie. Les études récentes, menées par des consortiums internationaux, ont bénéficié de technologies innovantes comme l'imagerie sismique tridimensionnelle, les analyses isotopiques fines ou les réseaux de carottage sous-marin. Ces méthodes ont permis d'affiner la cartographie de la Zélandia, d'explorer ses sous-sols et de mieux comprendre la dynamique de son submersion progressive. Par ailleurs, la Zélandia est devenue un laboratoire naturel pour les sciences de la Terre, offrant un terrain propice à l'étude des processus de rifting, de subsidence et du rôle des dorsales océaniques dans la fragmentation continentale. Son état particulier, combinant émergence limitée et immersion majoritaire, soulève des questions inédites sur la sensibilité des croûtes continentales aux forces internes de la planète. En somme, la découverte scientifique de la Zélandia illustre la façon dont les avancées techniques, les réinterprétations stratégiques des données et la collaboration internationale font évoluer notre compréhension du monde. Le passage d'un simple concept d'archipel oublié à celui de continent perdu redéfinit les contours de la géographie mondiale et invite à repenser les interactions entre géologie, biologie et climat dans une perspective globale. Dans les sections suivantes, nous approfondirons cette vision en présentant les principaux sites fossilifères terrestres et marins de la Zélandia, témoignant de son riche passé biologique et de sa singularité paléontologique. Pour appréhender pleinement la richesse paléontologique de la Zélandia, il est indispensable d'examiner ses principaux sites fossilifères, tant terrestres que marins. Répartis principalement en Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, île Lord Howe, île Chatham et autres îlots périphériques, ces sites révèlent une extraordinaire diversité biologique fossilisée, qui éclaire non seulement l'évolution locale, mais aussi celle de la faune et de la flore dans l'hémisphère sud. Commençons par la Nouvelle-Zélande, véritable cœur émergé de la Zélandia. Cette terre australe abrite une diversité de gisements fossilifères, remontant à différentes ères géologiques. Parmi les sites terrestres majeurs, le bassin de Waipara dans l'île du Sud est emblématique. On y a découvert des restes de vertébrés terrestres datant du Paléocène, soit juste après la grande extinction du Crétacé. Ces fossiles incluent des oiseaux primitifs, témoignant des premières phases de radiation aviaire dans des environnements insulaires isolés. Le site est également connu pour des fossiles de reptiles, notamment des squamates, et pour des restes végétaux qui témoignent des conditions paléo-environnementales. Plus au nord, dans la région de Northland, les formations sédimentaires du Crétacé et du Paléogène ont livré des fossiles marins remarquables, incluant des céphalopodes, des mollusques, ainsi que des restes de reptiles marins tels que les mosasaures et les plésiosaures, qui dominèrent les mers avant l'extinction massive de la fin du Crétacé. Sur la côte est de l'île du Sud, les vallées de Canterbury et Otago présentent des gisements particulièrement riches du Miocène à Pliocène. On y trouve notamment des fossiles de vertébrés terrestres tels que les moas, gigantesques oiseaux endémiques éteints, ainsi que d'autres espèces comme des chauves-souris ou des amphibiens spécifiques. Ces sites sont d'une importance capitale pour comprendre l'évolution insulaire, les phénomènes de gigantisme ou nanisme et la biodiversité passée. La Nouvelle-Calédonie, bien que plus petite et émergée partiellement par rapport à la Nouvelle-Zélande, joue un rôle clé dans la connaissance des fossiles marins, notamment à cause de ses récifs coralliens fossiles et des formations carbonatées. Les paléo-environnements tropicaux de cette région préservent des fossiles de mollusques, crustacés et de poissons, constituant une fenêtre sur la faune marine du Cénozoïque. Plusieurs sites ont également livré des empreintes
ou restes d'espèces terrestres potentiellement endémiques, même si ces découvertes sont plus sporadiques, en raison du couvert forestier dense. Les îles Lord Howe et Chatham, isolées dans l'océan Pacifique, abritent elles aussi des indices fossiles précieux. Lord Howe, notamment, a permis la découverte de fossiles d'oiseaux terrestres et marins anciens qui renseignent sur les migrations, l'isolement et les extinctions induites par la submersion et l'évolution du climat. L'archipel des îles Chatham, un peu plus éloigné, est reconnu pour ses fossiles d'oiseaux marins et certains restes végétaux, apportant une compréhension des évolutions écologiques dans les zones périphériques de la Zélandia. Il est aussi important de noter les découvertes dans des formations sous-marines, par exemple dans les bassins sédimentaires profonds qui bordent la Zélandia, où des forages ont mis au jour des microfossiles marins, foraminifères, diatomées et nanoplanctons calcaires, qui sont des indicateurs puissants des paléo-environnements océaniques, des courants marins et des fluctuations climatiques. Ces différents sites fossilifères terrestres et marins ne se limitent pas à la simple collecte de restes organiques. Ils permettent également de reconstruire les paléo-environnements, les interactions entre la faune et la flore, et la dynamique des écosystèmes qui ont occupé ce territoire au fil du temps. De plus, la répartition géographique de ces gisements illustre clairement le découpage paléogéographique de la Zélandia, la fragmentation progressive des habitats et les voies de dispersion des espèces. La richesse des sites néo-zélandais, avec ses couches stratifiées parfaitement conservées, a fait de ce pays un pôle majeur de recherche en paléontologie sud-hémisphérique. La cohabitation de sites anciens du Paléozoïque aux formations plus récentes du Cénozoïque offre une verticale temporelle exceptionnelle. Enfin, ces découvertes fossiles ont remis en question des idées reçues sur la continuité des masses terrestres et la diffusion des espèces. Elles offrent en particulier des preuves tangibles du fort endémisme et des adaptations spécifiques aux conditions insulaires, aspects qui seront explorés plus en détail dans une section dédiée à l'endémisme et à l'originalité biotique de la Zélandia. Ainsi, les sites fossilifères terrestres et marins de la Zélandia constituent non seulement un héritage scientifique précieux, mais également la base d'une meilleure compréhension de l'évolution des écosystèmes dans cet ensemble géodynamique unique. Leurs études continuent de révéler, couche après couche, les secrets enfouis de cette merveille, presque oubliée, de notre planète. Aborder la stratigraphie comparative des sites fossilifères de la Zélandia implique une plongée précise et détaillée dans les couches sédimentaires qui renferment la mémoire fossilisée de ce continent presque immergé. Cette stratigraphie, qui sert de cadre temporel et contextuel à la paléobiologie et à la géologie, éclaire non seulement l'âge des différents dépôts, mais aussi les conditions géologiques dans lesquelles ces fossiles se sont conservés, tout en permettant un lien rigoureux entre les sites les plus importants. La Zélandia possède une stratigraphie riche et variée, couvrant un large éventail d'époques géologiques, avec des enregistrements allant du Paléozoïque au Cénozoïque. Les coupes-types, c'est-à-dire des profils stratigraphiques considérés comme exemplaires, servent de repères essentiels. L'étude comparative de ces coupes dans différents bassins fossilifères révèle des similitudes, mais aussi des particularités locales liées à l'histoire tectonique et à l'évolution paléo-environnementale de chaque secteur. Dans le bassin de Waipara, en Nouvelle-Zélande, les couches fossilifères paléocènes fournissent un exemple remarquable. Ce site présente une stratigraphie bien préservée, avec des dépôts argileux et limoneux, intercalés à des formations gréseuses, témoignant d'environnements fluvio-lacustres variés. Sa datation repose sur une association biostratigraphique précise, basée sur la présence de certains fossiles d'invertébrés et de microfossiles,
ainsi que sur des méthodes radiométriques précises, utilisant la désintégration isotopique de certains minéraux volcaniques présents sporadiquement. Cette stratigraphie permet de replacer ces assemblages fossiles juste après l'extinction massive du Crétacé-Paléogène, une période cruciale pour comprendre la reconquête des niches écologiques par la faune continentale. Plus au nord, dans la région de Northland, les formations Crétacées et Paléogènes témoignent d'un contexte sédimentaire souvent marin, peu profond, avec des successions de calcaires, de marnes et de sédiments volcaniques associés. Les coupes types ici sont dominées par des séquences riches en faune marine, notamment de céphalopodes, mollusques et reptiles marins, avec une bonne stratigraphie biostratigraphique basée sur les index fossiles du Crétacé supérieur. Les indices paléomagnétiques complètent la datation en fournissant des repères temporels robustes pour la chronologie relative. Dans le sud de l'île du Sud, la région d'Otago et Canterbury offre des coupes stratigraphiques détaillées du Miocène au Pliocène. Ici, les dépôts sédimentaires alternent entre argiles, sables et grès, souvent associés à des couches volcaniques datables par radiochronologie, telles que celles utilisant le potassium-argon. Cette stratigraphie complexe permet une lecture fine des successions environnementales, des phases d'évolution climatique, ainsi que des extinctions et apparitions successives de taxons. Les couches riches en restes d'oiseaux et de petits vertébrés reflètent un contexte écologique insulaire particulier. À Nouvelle-Calédonie, les couches fossilifères sont souvent contenues dans des formations carbonatées d'âge essentiellement cénozoïque. Les coupes types y révèlent des successions marines, parfois récifales, où la conservation des fossiles est favorisée par des milieux à faible oxygénation et une minéralisation rapide. Les analyses isotopiques stabilisent la datation, née notamment des mesures sur des coraux fossiles et des coquillages bien préservés. Ces datations précises permettent d'établir une corrélation avec les niveaux stratigraphiques connus en Nouvelle-Zélande, malgré un contexte géologique marqué par l'activité volcanique et la subsidence continue. Les îles Lord Howe et Chatham, moins vastes mais tout aussi importantes, possèdent aussi des coupes types fossilifères. Ces sites montrent des successions marines et continentales, souvent marquées par des variations brusques du niveau marin et des modifications rapides des environnements, parfois attribuables à des épisodes tectoniques ou climatiques régionaux. Les études paléomagnétiques couplées à la stratigraphie lithologique permettent de caler précisément les âges des assemblages fossiles, essentiellement du Cénozoïque. Au-delà des coupes lithologiques, il est essentiel de prendre en compte le contexte géologique général qui sous-tend cette stratigraphie. La Zélandia, fragment de croûte continentale très aminci, a connu un rifting prolongé, une subsidence progressive et des phases tectoniques multiples. Ces processus ont affecté l'épaisseur des dépôts sédimentaires, modifié les conditions d'enfouissement des fossiles et souvent complexifié la lecture stratigraphique avec des discordances, des épisodes d'érosion ou des dépôts volcaniques entrecoupant les successions sédimentaires. Enfin, la comparaison de ces stratigraphies entre les différents sites fossilifères de la Zélandia permet d'établir des corrélations spatiales et temporelles, indispensables pour reconstituer l'histoire paléogéographique et paléoécologique du continent. Ce travail comparatif apporte des insights précieux sur la chronologie des événements majeurs, comme les phases d'isolement, les variations climatiques ou les épisodes de diversification biologique que nous aborderons plus en avant. Ainsi, la stratigraphie comparative constitue une des pierres angulaires des recherches paléontologiques en Zélandia, alliant rigueur temporelle et contextualisation géologique pour bâtir notre compréhension globale de ce continent perdu et de son patrimoine fossile exceptionnel. Pour comprendre la richesse
et la diversité des fossiles découverts en Zélandia, il est crucial d'examiner les types de sédiments et les milieux de dépôt qui ont favorisé leur conservation. La nature du sédiment, le contexte environnemental, ainsi que les processus sédimentaires influencent directement la qualité et la diversité des fossiles et offrent des clés essentielles pour reconstituer les paléo-environnements et les conditions dans lesquelles ces organismes anciens ont vécu. Parmi les milieux sédimentaires les plus étudiés en Zélandia, les dépôts deltaïques tiennent une place importante. Ces environnements se caractérisent par l'interaction entre les eaux douces des fleuves et les eaux salées des mers, donnant naissance à des zones où les sédiments se déposent massivement, souvent sous forme de boue fine, de limon et de sable. En Nouvelle-Zélande, surtout autour de la région de la baie de Plenty et dans certains bassins de l'île du Sud, les formations deltaïques du Mésozoïque et du Cénozoïque montrent des successions sédimentaires riches en matières organiques, favorables à la fossilisation. Ces milieux, oscillant entre eaux peu profondes et zones émergées, offrent souvent des conditions anoxiques ou faiblement oxygénées, propices à la conservation des restes biologiques, notamment ceux d'animaux terrestres et d'oiseaux, ainsi que des végétaux. Les milieux lacustres sont également bien représentés dans la stratigraphie de la Zélandia. Ces anciens lacs, souvent de grande taille et parfois temporaires, ont laissé des dépôts argileux et limoneux très fins, favorisant une excellente préservation des formes organiques. En particulier, certains bassins du Paléocène et de l'Éocène en Nouvelle-Zélande présentent des couches lacustres où insectes, amphibiens, plantes et vertébrés terrestres laissent leur empreinte. La quiétude de ces milieux d'eau douce, combinée à une sédimentation rapide, limite la décomposition et la dispersion des restes, créant des couches fossilifères remarquablement détaillées. Quant aux milieux marins peu profonds, ils sont omniprésents en Zélandia et constituent une large partie des enregistrements sédimentaires. Ces zones, allant des plateformes continentales aux lagunes littorales, rassemblent une grande diversité de dépôts: calcaire biogène, marne, sable fin et gravier carbonaté. Ces milieux marins ont connu des phases d'altération de la salinité et de la température, passées souvent par des transgressions et régressions marines qui impactèrent la diversification des faunes marines. Dans ces contextes, on trouve de nombreux fossiles de mollusques, coraux, échinodermes, ainsi que des vertébrés marins tels que les reptiles aquatiques, éteints, mosasaures ou plésiosaures, et des poissons. Les sédiments marins peu profonds offrent souvent une conservation remarquable, notamment lorsqu'ils comportent des couches anoxiques où la végétation algale, par sa décomposition lente, piège les sédiments et bloque la dégradation des restes organiques. Un autre type important de dépôt, en particulier dans certaines parties volcaniques de la Zélandia, est celui des sédiments volcaniques. La région est caractérisée par une activité volcanique importante, notamment en Nouvelle-Zélande. Ainsi, les dépôts pyroclastiques, cendres volcaniques consolidées, coulées de lave et lahars, coulées de boue volcanique, se mêlent parfois aux sédiments fins, intégrant eux aussi parfois des restes fossiles. Ces sédiments volcaniques peuvent être d'excellents marqueurs chronostratigraphiques grâce aux méthodes de datation radiométrique précises qu'ils autorisent, telles que la datation potassium-argon. Par ailleurs, les cendres volcaniques, tombant souvent brutalement, peuvent ensevelir rapidement des organismes vivants ou morts, favorisant leur conservation exceptionnelle. Des exemples sont connus dans les bassins néo-zélandais, où des couches de cendres liées à d'anciennes éruptions volcaniques ont piégé des écosystèmes entiers, donnant ainsi des aperçus détaillés des organismes et des communautés vivantes du passé. Au-delà de ces grands types de sédiments, il est également pertinent de mentionner certains milieux plus spécifiques,
telles la sédimentation littorale aurifiée ou les zones marécageuses, qui contribuent localement à la diversité paléontologique. Ces zones, souvent associées aux variations du niveau marin et aux dynamiques climatiques, sont autant d'écrins de conservation pour des fossiles de plantes, d'invertébrés et de vertébrés. En résumé, la diversité des types de sédiments en Zélandia traduit la complexité de son histoire géologique et géomorphologique. Du delta au lac, de la mer peu profonde aux dépôts volcaniques, chaque milieu constitue un chapitre spécifique de l'histoire naturelle, marqué par des conditions physiques et chimiques propres qui influencent la fossilisation. Ces milieux ne sont pas isolés, mais interconnectés, reflétant une mosaïque d'environnements changeants, qui ont façonné la biodiversité et son évolution au sein de ce continent singulier. Comprendre ces milieux de dépôt et leurs particularités est donc fondamental pour interpréter la paléobiodiversité de la Zélandia, pour analyser les processus taphonomiques en jeu, mais aussi pour élaborer des stratégies efficaces de prospection fossile qui seront abordées dans les sections suivantes. L'étude des paléo-environnements de la Zélandia est une clé essentielle pour comprendre comment ce vaste fragment de croûte continentale, aujourd'hui principalement submergé, a hébergé une biodiversité unique et évolué au fil des ères géologiques. Les reconstitutions des climats, de la faune et de la flore à différentes périodes nous livrent un témoignage précieux sur les adaptations des organismes, les changements écologiques et les dynamiques d'extinction et de radiation spécifiques à cette région. Au Mésozoïque, particulièrement durant le Crétacé, la Zélandia se trouvait dans une position plus septentrionale qu'aujourd'hui, proche de l'équateur, et dans un contexte climatique beaucoup plus chaud et humide. Les reliefs émergés formaient alors un vaste massif continental lié à Gondwana, avec des zones côtières propices à la diversification marine et terrestre. Les environnements terrestres comprenaient des forêts luxuriantes dominées par des conifères, des fougères arborescentes et les premières plantes à fleurs qui commençaient à s'imposer. Cette végétation dense offrait des habitats variés, favorisant la diversification des dinosaures, des reptiles et autres vertébrés. À cette époque, la faune terrestre comprenait des espèces variées de dinosaures, notamment des théropodes carnivores et des herbivores. Mais la fossilisation de ces taxons reste limitée, en partie à cause des conditions sédimentaires et d'érosion. Les fossiles marins abondants révèlent une vie riche dans les mers peu profondes qui bordaient la Zélandia, comme les ammonites, les bivalves et les grands reptiles marins. Ce cadre illustre une biodiversité florissante qui témoignait d'écosystèmes complexes, avec une dynamique alimentaire et écologique équilibrée. La transition vers le Cénozoïque, marquée par l'extinction massive de la fin du Crétacé, a profondément modifié ces paysages et communautés. La Zélandia, partiellement isolée à cette époque, a vu apparaître des climats plus variables, avec des fluctuations allant d'un climat subtropical à plus tempéré, selon les périodes. Les forêts ont évolué vers des formations dominées par des angiospermes, plus diversifiées, tandis que les forêts de conifères ont décliné dans certaines régions. Ces changements végétaux reflètent les bouleversements climatiques globaux et la montée des oiseaux, qui ont rapidement colonisé de nombreuses niches écologiques. Les sites fossiles du Paléocène et de l'Éocène témoignent d'une faune terrestre encore très originale, avec l'émergence d'oiseaux endémiques et de petits mammifères, ainsi que la persistance d'amphibiens et de reptiles, adaptés à des environnements insulaires et forestiers. Ces faunes montrent des adaptations spécifiques à un environnement insulaire, avec des phénomènes d'insularité évolutive tels que le nanisme ou le gigantisme, attestant d'une évolution indépendante du reste de Gondwana. Durant l'Oligocène et le Miocène, les paléo-environnements de Zélandia
témoignent d'un refroidissement progressif du climat, parallèle à la formation des masses glaciaires en Antarctique. Cette période se caractérise par une augmentation de la diversité des formations terrestres, de type ouvert, mêlant forêts tempérées, prairies et zones humides, ce qui a offert une multitude d'habitats aux mammifères primitifs, aux oiseaux et autres vertébrés. Les fossiles végétaux indiquent une évolution vers des climats plus frais et secs, bien que ponctuellement tempérés. Les paléo-environnements marins ont également connu des évolutions sensibles, avec des affinements dans la composition des récifs coralliens, des bivalves et des communautés de poissons. La subsidence progressive des terres a parfois favorisé le développement d'environnements lagunaires et de plateformes récifales, avec des conditions parfois anoxiques, excellentes pour la fossilisation. Plus récemment, au Pliocénocène, les climats se sont refroidis davantage avec l'essor des glaciations, influençant fortement la configuration des écosystèmes terrestres. L'émergence et la disparition cyclique de terres affectaient les routes de dispersion des espèces, renforçant leur isolement et donc leur endémisme. Ces changements expliquent en partie la disparition progressive de certaines lignées, tandis que d'autres ont rayonné au contraire dans ces nouveaux milieux. En synthèse, les reconstitutions paléo-environnementales révèlent la Zélandia comme un espace dynamique, évoluant entre climats chauds et tempérés, entre milieux terrestres forestiers denses et zones marines, riches en biodiversité. Son isolement progressif a favorisé les adaptations uniques et un endémisme marqué, ce qui se traduit dans l'originalité de ces assemblages fossiles. Les prochaines sections aborderont précisément les méthodes utilisées pour prospecter et dater ces archives naturelles, indispensables pour prolonger et approfondir cette compréhension fascinante de la Zélandia et de son histoire biologique. La paléontologie en Zélandia, territoire unique à la fois par sa géologie et son isolement, exige des méthodes de prospection à la fois diversifiées et pointues, adaptées à des environnements souvent difficiles d'accès et particuliers. En raison de la large submersion qui caractérise ce continent perdu et de la complexité des terrains émergés, les chercheurs combinent plusieurs techniques complémentaires pour débusquer les précieux fossiles et comprendre leur contexte géologique et biologique. L'une des méthodes phares pour explorer la Zélandia immergée est le carottage sous-marin. Cette technique consiste à prélever des cylindres de sédiments ou de roches à partir du fond océanique à l'aide de foreuses spéciales embarquées sur des navires équipés. Ces carottes révèlent autant la composition chimique et minéralogique des sédiments que des traces fossiles, poussant l'étude paléontologique jusque dans les zones inaccessibles autrement. En Zélandia, les carottages ont notamment permis de remonter des archives sédimentaires millénaires et grâce à des analyses très fines, d'identifier des microfossiles tels que des foraminifères et des diatomées, dont l'étude donne des indications sur les paléo-environnements et évolutions climatiques. La profondeur et la densité des carottages rendent possible la reconstitution détaillée de profils stratigraphiques continus, essentiels pour situer précisément la chronologie des événements biologiques et géologiques. Sur les terrains émergés, la méthode classique reste la fouille terrestre, combinant prospection de surface et excavation stratigraphique minutieuse. En Nouvelle-Zélande et en Nouvelle-Calédonie, particulièrement, des équipes de paléontologues effectuent des campagnes de terrain visant à identifier des affleurements fossilifères et à mettre au jour des restes osseux ou végétaux. Ces fouilles sont souvent accompagnées de relevés géologiques détaillés, permettant de contextualiser les découvertes. L'exploration stratigraphique graduelle des gisements sédimentaires, qu'il s'agisse de formations deltaïques, lacustres ou marines peu profondes, requiert de la patience et un savoir-faire fin
afin d'éviter les destructions accidentelles des spécimens rares. De plus, les fouilles sont désormais souvent couplées à des enregistrements numériques 3D, optimisant la restitution des découvertes avec une précision accrue. L'imagerie sismique, technique empruntée à la géophysique marine, est un outil précieux dans la prospection paléontologique, particulièrement pour la Zélandia immergée. Cette méthode repose sur l'émission d'ondes acoustiques sous-marines qui, en se réfléchissant sur les différentes couches géologiques, créent des images stratigraphiques en profondeur. Ces profils sismiques 2D et 3D permettent d'identifier les structures sédimentaires, les bassins fossilifères potentiels, ainsi que les zones où les sédiments échappent à l'érosion. Cette imagerie donne une vision panoramique de l'architecture sous-marine, guide les opérations de carottage et oriente les choix de sites d'intervention sur le terrain. En complément, cette technique aide à détecter des anomalies liées à des contextes particuliers, tels que des dépôts volcaniques ou des enceintes carcérales, favorisant la conservation des fossiles. Enfin, la géochimie, par l'étude des compositions chimiques et isotopiques des sédiments, des fossiles et des roches environnantes, constitue une méthode incontournable pour affiner l'interprétation des données paléontologiques. L'analyse isotopique du carbone, de l'oxygène ou du strontium, réalisée sur les coquilles de mollusques fossiles, sur les coraux ou sur les ossements, permet de reconstituer les paléoclimats, les températures des eaux et les régimes alimentaires des animaux. Par ailleurs, la géochimie des sols et des minéraux informe sur l'altération des environnements terrestres, sur l'origine des sédiments, ainsi que sur la durée et la qualité de la fossilisation. Dans le contexte volcanique présent en Zélandia, la datation au radiocarbone ou par potassium-argon s'appuie également sur des analyses géochimiques précises. En somme, ces différentes méthodes de prospection, loin d'être isolées, sont combinées afin d'obtenir une vision holistique des environnements passés de la Zélandia. Leur coordination permet d'optimiser la découverte, la datation et l'interprétation des fossiles, souvent fragmentaires et discontinus, et d'appréhender avec finesse la dynamique historique naturelle de ce continent submergé. La combinaison des carottages sous-marins, des fouilles terrestres précises, de l'imagerie sismique avancée et des analyses géochimiques constitue ainsi le socle méthodologique sur lequel repose la majeure partie des découvertes paléontologiques en Zélandia. Ces approches intégrées garantiront le succès des futures explorations, ouvrant la voie à une meilleure compréhension de la biodiversité passée et des processus géologiques actifs. La datation précise des fossiles et des formations géologiques de la Zélandia constitue un pilier fondamental pour reconstituer l'histoire paléogéographique et paléobiologique de ce continent perdu. Grâce à un arsenal de techniques complémentaires, les chercheurs parviennent à situer temporellement les événements géologiques et les assemblages fossiles, permettant ainsi d'établir une chronologie fiable des épisodes majeurs de l'évolution. Parmi ces méthodes, la radiochronologie, le paléomagnétisme, la biostratigraphie et la calibration des âges jouent un rôle central. La radiochronologie repose sur la désintégration radioactive naturelle de certains isotopes contenus dans les roches et minéraux, notamment le potassium-argon, Ka, l'uranium-plomb, UPB, et l'argon-argon, Ar. En Zélandia, les roches volcaniques et certains sédiments intercalés dans les formations fossilifères fournissent des échantillons idéaux pour cette approche. Ces méthodes permettent de dater avec une grande précision les événements volcaniques associés à la formation de la croûte, mais aussi de caler les strates fossiles entre ces horizons volcaniques datés. Par exemple, la datation Ar, des cendres volcaniques ensevelies dans des couches sédimentaires en Nouvelle-Zélande, a permis d'affiner l'âge de nombreux gisements paléontologiques, offrant des bornes temporelles sûres
pour placer l'évolution de la faune terrestre et marine. Le paléomagnétisme est une autre technique cruciale, basée sur l'enregistrement du champ magnétique terrestre dans les roches au moment de leur formation. Le champ magnétique terrestre a connu de multiples inversions au cours des temps géologiques, ce qui crée une sorte de signature magnétique chronologique. En analysant l'orientation et la polarité des minéraux magnétiques contenus dans les roches sédimentaires et volcaniques de la Zélandia, les chercheurs peuvent corréler ces séquences magnétiques avec les courbes globales de géomagnétisme, précisant ainsi leur âge relatif. Cela est particulièrement puissant dans les contextes où les méthodes radiométriques sont difficiles à appliquer. La biostratigraphie, quant à elle, utilise la présence d'espèces fossiles particulières, souvent des microfossiles tels que foraminifères, ostracodes ou nanoplancton, dont la durée d'existence est bien connue mondialement. Cette méthode permet d'attribuer des âges relatifs aux couches sédimentaires, selon les assemblages fauniques ou floristiques rencontrés. En Zélandia, la biostratigraphie est fréquemment employée pour définir les âges des formations marines, où les microfossiles sont abondants et bien préservés. L'étude des associations permet aussi de reconstituer des environnements passés, ainsi que des événements climatiques globaux. La calibration des âges est une étape indispensable qui consiste à croiser et synchroniser les âges obtenus par radiochronologie, paléomagnétisme et biostratigraphie, dans le but d'obtenir une chronologie aussi précise que possible. En combinant ces techniques, les chercheurs compensent les limites propres à chacune et assurent la cohérence globale de la chronostratigraphie. Cette méthode intégrée est devenue la standard pour l'étude des formations fossilifères complexes de la Zélandia. Elle permet par exemple de mieux dater les épisodes de fragmentation et de submersion, mais aussi de recaler les rythmes de diversification biologique selon les changements environnementaux. Dans la pratique, le succès des techniques de datation en Zélandia dépend bien sûr de la qualité et de l'accessibilité des échantillons. Les contextes volcaniques, fréquents dans la région, facilitent la radiochronologie, tandis que les formations marines favorisent la biostratigraphie. Le paléomagnétisme intervient fortement pour combler les lacunes, notamment dans les sédiments continentaux où les fossiles indicateurs sont moins nombreux. En résumé, les techniques de datation mises en œuvre en Zélandia forment un ensemble cohérent et complémentaire, indispensable pour éclairer la riche histoire géologique et biologique de ce continent singulier. Ces méthodes donnent aux paléontologues et géologues les outils pour situer dans le temps les événements clés, comprendre la chronologie des migrations, des extinctions et des radiations, et ainsi dessiner les contours d'un passé fascinant, mais encore largement méconnu. À mesure que les technologies progressent, ces techniques de datation seront constamment affinées, rendant possible une exploration toujours plus précise des archives fossiles de la Zélandia, avec des implications majeures pour la compréhension globale des dynamiques terrestres et marines dans le Pacifique Sud. La Zélandia, ce vaste continent submergé au cœur du Pacifique Sud, abrite un patrimoine paléontologique d'une richesse et d'une diversité remarquables. En reconstituant l'inventaire des taxons connus, qu'il s'agisse de vertébrés terrestres, de reptiles marins, d'invertébrés ou de plantes fossiles majeures, on éclaire non seulement la trame évolutive de cette région, mais également les interactions complexes entre les faunes et flores à travers différentes périodes géologiques. Commençons par les vertébrés terrestres, dont la fossilisation est souvent plus rare, mais dont les découvertes sont fondamentales pour comprendre l'évolution de la biodiversité insulaire. En Nouvelle-Zélande, le groupe d'oiseaux endémiques, comme les célèbres moas, dinornithiformes, est bien représenté parmi les fossiles. Ces oiseaux géants, aujourd'hui disparus, ont dominé les écosystèmes terrestres
jusqu'à leur extinction récente, à l'époque historique. Leur histoire évolutive est passionnante, car elle témoigne d'un gigantisme insulaire et d'adaptations uniques liées à l'isolement prolongé. Outre les moas, des fossiles de chauves-souris, les seuls mammifères indigènes terrestres, excluant les espèces introduites, ainsi que des amphibiens et des reptiles terrestres fossiles, ont été découverts. Ces découvertes montrent une biodiversité préservée mais largement spécifique à la région. Dans le registre marin, la Zelandia a livré des fossiles remarquables de reptiles marins appartenant aux grands groupes disparus qui ont dominé les mers du Mésozoïque. On compte notamment des restes de mosasaures, redoutables prédateurs marins, et de plésiosaures, reconnaissables à leur long cou caractéristique. Ces fossiles, découverts surtout dans des formations marines du Crétacé supérieur, situées en Nouvelle-Zélande et dans les îles périphériques, permettent d'appréhender les écosystèmes aquatiques de l'époque, leur réseau trophique et leur biodiversité riche, mais aujourd'hui éteinte. Les invertébrés fossiles constituent un groupe particulièrement important et abondant au sein des archives de Zelandia. Les mollusques, notamment les bivalves et gastéropodes, sont omniprésents dans les dépôts marins peu profonds, offrant des témoignages détaillés des paléo-environnements. On y trouve également des fossiles de coraux anciens, d'échinodermes tels que les oursins et les étoiles de mer, témoins essentiels des écosystèmes récifaux qui se sont succédés au cours des ères. Par ailleurs, les microfossiles tels que les foraminifères, diatomées et ostracodes sont abondants et d'une grande aide pour la datation et la reconstruction des paléo-environnements. Quant aux plantes fossiles, la Zelandia présente un riche éventail de découvertes, témoignant à la fois des grandes forêts anciennes et des adaptations évolutives. Les conifères dominants au Mésozoïque, notamment des genres disparus et des familles maintenant restreintes en distribution, sont très présents. La diversité des fougères, qui jouent un rôle clé dans la végétation insulaire et tropicale, est attestée grâce à un grand nombre de palynofossiles, pollen fossiles. L'arrivée et la diversification des angiospermes au cours du Crétacé puis du Cénozoïque sont également bien documentées par des feuilles, des graines et des pollens fossiles. Parmi les plantes emblématiques, certaines lignées endémiques témoignent de longues évolutions isolées, souvent rapprochées des taxons australiens et antarctiques. L'ensemble de cet inventaire illustre clairement que la faune et la flore de la Zelandia sont à la fois un reflet de leurs origines liées au Gondwana, ainsi que le résultat d'un isolement prolongé, favorisant endémisme et innovations évolutives uniques. Ces taxons, étudiés à travers leurs fossiles, permettent donc de reconstituer un tableau vivant des milieux paléoécologiques et biologiques, donnant vie à ce continent mystérieux et en grande partie immergé. Dans les sections à venir, nous aborderons les zones d'ombre liées aux taxons candidats, fragmentaires ou controversés, ainsi que les phénomènes d'endémisme, indispensables pour approfondir la compréhension de la biodiversité singulière de la Zelandia. L'étude paléontologique de la Zelandia, bien que riche en découvertes majeures, est aussi marquée par un certain nombre de taxons candidats dont l'attribution reste problématique. Ces espèces, souvent connues à partir de restes fragmentaires ou d'éléments fossiles isolés, posent des défis importants pour la classification, la compréhension de leur rôle écologique et leur place dans l'histoire évolutive du continent. De plus, certaines découvertes ont suscité des controverses parmi la communauté scientifique, amplifiant la complexité d'interprétation des données fossiles de cette région. L'un des principaux obstacles vient de la rareté et de la fragmentation des spécimens. En raison des conditions géologiques et taphonomiques particulières, notamment la submersion partielle, l'érosion et la dynamique sédimentaire, il est souvent difficile
de retrouver des fossiles complets ou suffisamment bien préservés pour une identification précise. Parmi ces fragments, on compte des os isolés, des dents, des écailles, ou encore des impressions difficiles à analyser. Cette situation est particulièrement fréquente pour les vertébrés terrestres, où, par exemple, de nombreux restes d'oiseaux ou de reptiles marins sont fragmentaires, parfois confondus avec d'autres taxons similaires. Certaines de ces espèces fragmentaires ont été proposées comme candidates à l'appartenance à des groupes remarquables, comme les premiers mammifères terrestres, les dinosaures endémiques ou des reptiles marins spécifiques. Toutefois, l'insuffisance des données morphologiques complètes rend leur classification hypothétique. Par exemple, des dents ou des fragments osseux découverts en Nouvelle-Zélande ont été parfois interprétés comme ceux de petits dinosaures théropodes, mais sans consensus clair, certains chercheurs suggérant qu'ils pourraient appartenir à d'autres groupes vertébrés contemporains. Cette ambiguïté freine donc la compréhension fine de la biodiversité mésozoïque régionale. Les controverses concernent aussi certaines découvertes spectaculaires mais isolées. En Nouvelle-Calédonie, des traces fossiles attribuées à des vertébrés terrestres ont été mises en doute du fait d'un contexte stratigraphique incertain ou d'un mauvais état de conservation, suscitant un débat sur l'existence réelle de certains taxons supposés anciens. De même, sur l'île Lord Howe ou les îles Chatham, des fossiles marins inhabituels ont parfois été interprétés comme nouvelles espèces, avant d'être réexaminés et parfois réattribués à des taxons déjà connus ou à des formes plus communes. Au-delà des fossiles eux-mêmes, la problématique touche aussi les méthodes d'attribution taxonomique. Les techniques classiques d'identification, fondées sur des comparaisons morphologiques, peuvent être limitées face à des spécimens partiels. L'introduction récente de méthodes d'analyse géométrique, de tomographie ou même de techniques génétiques sur des restes organiques exceptionnels commence à améliorer les attributions, mais reste souvent contrainte par la rareté des matériaux exploitables. Par ailleurs, certains débats portent sur la datation même de certains fossiles, ce qui influence directement leur place dans l'histoire évolutive. Des discordances stratigraphiques ou des datations incertaines conduisent à différents scénarios quant à la contemporanéité ou non de certains taxons avec d'autres régions du Gondwana. Question cruciale pour comprendre les routes de dispersion et l'isolement biotique de la Zélandia. Enfin, ces problématiques soulignent l'importance d'une collaboration interdisciplinaire et d'une approche prudente dans l'interprétation des données. La nécessité de multiplier les fouilles, d'affiner les méthodes d'analyse et d'élargir les comparatifs avec d'autres régions sensibles demeure primordiale pour lever ces ambiguïtés. En conclusion, si la Zélandia a livré des fossiles remarquables, l'inventaire des taxons candidats et des découvertes controversées met en lumière les défis persistants de son exploration paléontologique. Ces difficultés illustrent à la fois la complexité de la région et la marge de progrès encore possible, offrant un champ d'investigation passionnant pour les futures recherches. Les sections suivantes approfondiront ces enjeux, en particulier en analysant les phénomènes d'endémisme et les routes de dispersion qui ont façonné la biodiversité unique de la Zélandia. La Zélandia, ce vaste continent presque entièrement submergé, constitue une région d'une originalité biotique exceptionnelle. Son histoire géologique particulière et son isolement progressif ont conduit au développement d'un endémisme marqué, où des lignées uniques et des formes de vie absentes ailleurs ont évolué selon des dynamiques d'insularité complexes. Cette section explore les phénomènes qui expliquent cette richesse biologique singulière et les processus évolutifs qui en ont découlé. L'endémisme, c'est-à-dire la présence d'espèces ou de groupes d'espèces restrictifs à une aire géographique limitée,
est au cœur de la biodiversité de la Zélandia. Du fait de sa séparation progressive du Gondwana, puis de son isolement croissant du reste du monde, la faune et la flore ont suivi un chemin évolutif particulier, détaché des grands centres continentaux. Cette situation a favorisé l'émergence de lignées endémiques, certaines très anciennes, témoins vivants ou fossiles, d'un passé partagé et d'autres récentes, fruits d'adaptations spécifiques aux conditions locales. Parmi les exemples les plus frappants figurent les moas de Nouvelle-Zélande, ces oiseaux géants aujourd'hui disparus, qui n'ont aucun équivalent direct ailleurs. Leur gigantisme, leur adaptation à un mode de vie terrestre sans prédateurs mammifères, et leur extinction relativement récente illustrent parfaitement les phénomènes insulaires. Isolement, diversification territoriale restreinte et fragilité écologique accrue. Des lignées endémiques de chauves-souris, uniques mammifères terrestres indigènes, témoignent également de cette singularité. Au niveau des reptiles marins, bien que certains groupes soient apparentés à des cousins ailleurs dans l'ancien Gondwana, la Zélandia a montré des caractéristiques propres à ces taxons, découlant de routes de dispersion spécifiques et du caractère fragmenté de ses habitats. L'évolution indépendante dans des bassins marins isolés a produit des morphologies parfois inédites, illustrant la capacité des milieux insulaires à favoriser des innovations évolutives. Le monde des invertébrés aussi se distingue. De nombreux mollusques, échinodermes et autres organismes marins présentent des formes endémiques, adaptées aux variations locales de température, de salinité et de substrat. La flore fossile montre également un taux d'endémisme élevé, avec des groupes de conifères, de fougères et d'angiospermes, dont les lignées actuelles sont souvent confinées à l'ère zélandaise, ou très proches géographiquement, renforçant la notion d'un paysage biotique unique. Les phénomènes d'insularité évolutive observés en Zélandia possèdent plusieurs caractéristiques classiques. Le gigantisme ou le nanisme chez certains animaux, la spécialisation écologique dans des niches très particulières et des adaptations morphologiques parfois extrêmes. Ces traits résultent de la combinaison d'un isolement prolongé, de ressources limitées et d'une absence ou d'une faible prédation par des mammifères. Ces conditions favorisent des évolutions distinctes par rapport aux faunes continentales, produisant des biotes originaux et fragiles. Cette originalité biotique soulève également des enjeux pour la conservation des espèces encore présentes, ainsi que pour la compréhension des processus d'extinction, notamment liés aux impacts humains récents. L'étude des lignées fossiles endémiques permet de mieux appréhender le contexte naturel de cette biodiversité et de détecter les ruptures majeures induites par les changements globaux. Enfin, la Zélandia, par sa position géographique entre l'Australie, l'Antarctique et les archipels du Pacifique, constitue une interface biogéographique complexe. Les échanges, parfois limités, entre ces régions ont influencé son héritage biologique, en créant des ponts ou barrières qui ont modulé cet endémisme et façonné la biodiversité actuelle. Dans les sections suivantes, nous aborderons les routes possibles de dispersion qui ont permis ces échanges, avant d'évaluer l'impact de la submersion sur la biodiversité néo- et paléo-endémique, ainsi que les défis méthodologiques liés à l'étude d'une histoire aussi complexe et fragmentée. La compréhension des routes de dispersion potentielles des organismes à travers la Zélandia revêt une importance capitale pour reconstituer la dynamique biogéographique de ce continent submergé, depuis ses origines au sein du Gondwana jusqu'à sa période d'isolement progressif. Ces routes ont conditionné les flux d'espèces, les échanges génétiques et donc la composition unique des communautés biologiques qui ont colonisé ou persisté dans cette région. L'étude des corridors marins, des ponts continentaux et des hypothèses de dispersion, qu'elles soient actives ou passives,
permet ainsi d'éclairer les mécanismes de distribution biotique à travers les âges. Lors des phases où la Zélandia était partiellement émergée, des ponts continentaux temporaires ont existé, notamment durant des périodes de baisse du niveau marin, comme pendant certains épisodes glaciaires. Ces ponts constituaient des voies terrestres interrompues, mais suffisamment étendues pour permettre aux organismes terrestres et dulcicoles, tels que certains reptiles, amphibiens, voire oiseaux, de se disperser entre la Zélandia, l'Australie et parfois l'Antarctique. Ces corridors terrestres ont donc favorisé les échanges biotiques, facilitant des colonisations successives et participant à l'expansion ou à l'isolement relatif des lignées. Par ailleurs, des corridors marins peu profonds, aux caractéristiques spécifiques, ont pu jouer un rôle équivalent pour des espèces marines. Durant les périodes de transgression et de régression, les plateaux sous-marins de la Zélandia et de ses contours offraient des habitats continus ou connectés, permettant à des poissons, invertébrés marins ou reptiles aquatiques de se disperser largement. Ces corridors étaient sans doute ponctués de zones de moindre profondeur ou de récifs, agissant comme des relais écologiques facilitant les migrations. L'hypothèse de la dispersion active implique que certains organismes ont volontairement franchi ces barrières par migration ou exploration comportementale. Chez les oiseaux, par exemple, la capacité à voler a largement facilité les déplacements entre îles et continents. Chez certains reptiles ou mammifères, la capacité à nager ou à flotter temporairement aurait pu permettre des traversées limitées d'étendues d'eau. Ces processus demandent une capacité biologique adaptée et une certaine période temporelle pour s'exercer. En revanche, la dispersion passive, souvent appelée dispersale par dérive ou rafting, désigne le transport non intentionnel par les courants marins d'organismes ou de masse végétale sur des flots ou des îles dérivantes. Ce mécanisme est particulièrement pertinent pour les espèces insulaires, les invertébrés, voire certains petits vertébrés et plantes. Ainsi, même en l'absence de ponts terrestres continus, la colonisation de nouvelles terres par des organismes peu mobiles est possible via ce mode de dispersion. Des événements climatiques violents, tels que des tempêtes ou des tsunamis, ont aussi pu favoriser ces déplacements au cours des périodes géologiques. Des modèles basés sur la géologie, les paléoclimats et la bathymétrie indiquent que ces routes de dispersion ont évolué en fonction des configurations tectoniques et canalaires. Par exemple, la progressive submersion de la Zélandia et le creusement du détroit de Tasman ont modifié les corridors terrestres, réduisant les échanges terrestres et favorisant la sélection d'espèces adaptées aux milieux insulaires ou marins. Ces modifications ont également renforcé l'endémisme, en isolant les populations génétiquement. Les données fossiles appuient ces hypothèses. Des lignées apparentées présentes en Australie, Antarctique et Zélandia suggèrent des échanges anciens, tandis que l'apparition d'espèces uniques témoigne du vieillissement biogéographique, résultat de l'isolement. La génétique, lorsqu'elle est disponible sur des espèces survivantes, confirme aussi des scénarios de dispersion ancienne, synchronisés avec des événements géoclimatiques précis. En conclusion, les routes de dispersion potentielles de la Zélandia représentent un réseau complexe, mêlant ponts terrestres temporaires, corridors marins favorables et modes de dispersion active et passive. Ce paysage biogéographique dynamique a façonné la biodiversité remarquable du continent perdu, lui conférant une originalité encore partiellement découverte. Les perspectives futures de recherche, notamment grâce aux nouvelles technologies de modélisation et d'analyse paléogéographique, promettent d'affiner encore cette compréhension, reliant la géologie, la paléobiologie et la biogéographie dans un cadre cohérent. La Zélandia occupe une position géographique et géologique stratégique au sein de l'ancienne masse continentale du Gondwana,
à la frontière entre l'Australie, l'Antarctique et les archipels du Pacifique. Comprendre les relations biogéographiques entre ces différentes entités est essentiel pour appréhender les dynamiques de dispersion, d'isolement et d'évolution qui ont forgé la biodiversité unique de la région. Ces relations s'inscrivent dans un cadre à la fois tectonique, climatique et écologique, qui a évolué sur des centaines de millions d'années. Lorsqu'on remonte le temps, pendant le Mésozoïque, la Zélandia était intégralement rattachée à la partie orientale du Gondwana, voisine directe de l'Australie et de l'Antarctique. Cette connexion terrestre continue a favorisé des échanges floristiques et faunistiques intenses. Les lignées biologiques circulaient librement, permettant l'installation d'une biodiversité commune, caractéristique de ce supercontinent. La séparation progressive de la Zélandia, amorcée durant le Crétacé, a conduit à un isolement géographique croissant. Même si des ponts terrestres temporaires ou des zones de faible profondeur marine ont pu conserver pendant longtemps des corridors de communication avec l'Australie ou l'Antarctique. Ces voies ont permis des dispersions intermittentes d'espèces terrestres, marines et aériennes, comme en témoignent les similarités que l'on trouve encore aujourd'hui dans les taxons fossiles comme dans ceux subsistants. L'Australie, bien que toujours proche, s'est aussi différenciée sur le plan écologique, notamment après le Miocène, lorsque l'assèchement progressif du continent a modifié les habitats terrestres, favorisant l'émergence d'une faune distincte, notamment marsupiale. En parallèle, la Zélandia, avec ses reliefs submergés, ses chaînes montagneuses insulaires et ses bassins marins, a développé un endémisme marqué et des adaptations évolutives propres, accentuées par son isolement relatif. L'Antarctique, au-delà d'être géologiquement proche, joue un rôle particulier du fait de son histoire glaciaire et de ses fluctuations climatiques extrêmes. Les périodes où l'Antarctique était plus tempérée ont permis des échanges biologiques temporaires avec la Zélandia et l'Australie, notamment par des corridors terrestres ou marins peu profonds. Ces périodes sont cruciales pour comprendre la distribution de certaines lignées végétales et animales que l'on retrouve sous différentes formes dans ces régions. Enfin, les archipels du Pacifique, incluant des groupes d'îles telles que celle de Lord Howe ou les îles Chatham, forment des relais biogéographiques essentiels. Ils représentent des étapes de dispersion, des refuges temporaires pour certaines espèces, et contribuent à la diversification à travers des phénomènes d'isolement insulaire et de spéciation. Ils sont souvent des points d'ancrage pour les échanges faunistiques et floristiques entre la Zélandia et les terres plus lointaines du Pacifique. Les relations biologiques entre ces régions sont également modulées par les courants marins, les vents dominants et les événements climatiques qui conditionnent les possibilités réelles de dispersion active ou passive par le transport d'organismes ou de propagules végétales. Par exemple, les courants marins peuvent favoriser la dérive de fragments végétaux ou de petits animaux, facilitant ainsi leur colonisation sur des îles éloignées. Les données paléontologiques, palynologiques et génétiques contemporaines confirment ces dynamiques complexes et évolutives. Elles montrent que malgré la fragmentation progressive des continents et l'isolement croissant, des échanges subsistaient jusqu'à des temps relativement récents à l'échelle géologique, façonnant la mosaïque biogéographique observée aujourd'hui. En somme, les relations biogéographiques entre la Zélandia, l'Australie, l'Antarctique et les archipels du Pacifique sont le fruit d'un équilibre subtil entre la séparation tectonique, la variation environnementale et les capacités dispersives des organismes. Ces interactions ont produit une biodiversité riche, endémique et originale, que la recherche scientifique contemporaine continue de déchiffrer, avec des perspectives nombreuses pour les futures découvertes. La submersion progressive de la Zélandia, phénomène géologique majeur,
qui a vu ce continent quasiment disparaître sous les eaux au cours des derniers millions d'années, a eu un impact profond sur la biodiversité néo- et paléo-endémique qui s'y était développée. Cette disparition partielle des terres émergées a été un moteur à la fois d'extinction massive et de radiation évolutive, façonnant durablement le paysage biologique de la région. Avant la submersion, la Zélandia accueillait une flore et une faune riches et originales, issues d'une histoire d'isolement géographique prolongée. Ces communautés présentaient un endémisme élevé, avec des lignées biologiques uniques, notamment parmi les oiseaux, les reptiles, les invertébrés et les plantes. Ces espèces avaient évolué sur un continent isolé, aux chaînes montagneuses, vallées et plaines contrastées, offrant une diversité d'habitats adaptés à une grande variété d'organismes. Cependant, à mesure que les terres s'enfonçaient sous le niveau marin à cause de la subsidence crustale, une réduction drastique des habitats terrestres disponibles s'est produite. Cette diminution des surfaces émergées a entraîné un effet d'entonnoir écologique. La population d'espèces endémiques a été contrainte de se réfugier dans des zones de moindre superficie, souvent fragmentées et isolées les unes des autres. Ce rétrécissement des habitats a profondément fragilisé les communautés biologiques, rendant certaines espèces plus vulnérables aux variations climatiques, aux catastrophes naturelles et aux pressions écologiques. Cette contraction des habitats a conduit à de nombreuses extinctions, notamment chez les espèces incapables de migrer ou de s'adapter rapidement aux nouveaux environnements. L'extinction des célèbres moas de Nouvelle-Zélande, bien que principalement due à la pression anthropique récente, s'inscrit dans un cadre plus large de fragilité endémique induite par la réduction de leur territoire. Mais paradoxalement, la submersion a également stimulé des processus de radiation évolutive chez certains groupes, à mesure que les niches écologiques laissées vacantes étaient réoccupées par des espèces capables de coloniser les nouveaux habitats insulaires. Ces radiations, souvent caractérisées par un fort endémisme, illustrent la capacité d'adaptation et de diversification des lignées résiduelles dans des milieux fragmentés. On observe ainsi l'émergence de formes diverses, notamment chez les oiseaux, les amphibiens et certains invertébrés, qui ont su profiter des opportunités offertes par ces nouvelles conditions. Les milieux marins entourant la Zélandia ont également vu leurs assemblages fauniques évoluer en réponse à la submersion terrestre. La transition d'environnements côtiers à marins plus profonds a favorisé l'apparition et le rayonnement de taxons marins spécifiques, adaptés aux nouvelles configurations bathymétriques. Il est important de noter que la submersion a aussi modifié les routes de dispersion en fragmentant les corridors terrestres, mais en facilitant parfois la dispersion marine, ce qui a influencé la dynamique globale des populations et leur distribution géographique. Cette réorganisation a contribué à la composition actuelle des biotes insulaires et sous-marins du Pacifique Sud. Ainsi, l'impact global de la submersion de la Zélandia se caractérise par un dualisme entre perte biologique massive et émergence d'une biodiversité renouvelée par radiations adaptatives dans un contexte insulaire. Ces mécanismes illustrent parfaitement les interactions complexes entre géologie et biologie dans l'histoire des continents submergés. Les prochaines analyses approfondiront les contextes taphonomiques particuliers qui favorisent la conservation exceptionnelle des fossiles en Zélandia, avant de discuter les limites inhérentes à l'échantillonnage des sites fossiles dans cette région ainsi fragmentée. Les contextes taphonomiques en Zélandia présentent des particularités notables qui influent profondément sur la nature, la qualité et la représentativité du registre fossile découvert. La taphonomie, discipline qui étudie tous les processus intervenant entre la mort d'un organisme et sa découverte en tant que fossile, joue ici un rôle essentiel pour comprendre comment certains matériaux organiques sont exceptionnellement conservés, tandis que d'autres sont absents ou biaisés.
conditionnant ainsi l'interprétation paléontologique. L'un des traits marquants des sites fossilifères de la Zélandia est la conservation exceptionnelle, parfois observée, notamment dans certaines formations lacustres ou marines peu profondes. Ces milieux se caractérisent fréquemment par des conditions anoxiques au fond des bassins sédimentaires, autrement dit, des zones dépourvues d'oxygène, réduisant considérablement l'activité bactérienne et la décomposition des restes organiques. Par conséquent, des tissus mous, des empreintes délicates, voire des assemblages entiers d'animaux ou de végétaux ont pu être conservés dans des détails remarquables. Ces phénomènes, bien que localisés, permettent des études approfondies sur l'anatomie, le comportement et même la physiologie des organismes anciens. En parallèle, certains dépôts volcaniques associés à la Zélandia jouent un rôle primordial dans la fossilisation. Les cendres volcaniques tombant rapidement peuvent ensevelir des écosystèmes entiers en un instant, piégeant les organismes avant leur décomposition. Ce type d'ensevelissement brutal crée des gisements à conservation remarquables, enseigne sur les catastrophes passées, tout en offrant un cliché instantané de la biodiversité au moment de l'éruption. Cependant, il convient de noter des biais importants dans le registre fossile de la Zélandia, liés notamment à la nature de la croûte continentale, fortement morcelée et majoritairement submergée. Ces conditions limitent l'accessibilité des couches stratigraphiques, dont nombreuses sont sous le niveau marin, rendant la recherche fossile plus difficile et incomplète. Cette inaccessibilité engendre un échantillonnage spatialement et temporellement déséquilibré, où certaines périodes et milieux sont surreprésentés, tandis que d'autres restent méconnus. De plus, les processus d'érosion et de recyclage géologique propres à une région tectoniquement active, comme la Zélandia, ont aussi effacé ou altéré certains enregistrements fossiles. Les phénomènes de subduction, de plissement et de soulèvement ont remodelé les paysages, redistribuant les sédiments et parfois détruisant des couches sédimentaires plus anciennes. Cette dynamique géologique crée une lacune dans la continuité stratigraphique, compliquant la reconstitution chronologique complète des histoires biologiques. Enfin, les préférences biologiques pour la fossilisation, qui dépendent de la composition anatomique des organismes, jouent aussi un rôle non négligeable. Par exemple, les organismes à coquilles calcaires ou à os durs sont surreprésentés, tandis que les organismes mous ou à squelette fragile, tels que beaucoup d'invertébrés ou d'amphibiens, sont sous-représentés ou absents. Ce biais naturel, amplifié par le contexte géologique et environnemental zélandais, conduit à une vision partielle de la biodiversité passée. Malgré ces limites, les contextes taphonomiques spécifiques de la Zélandia offrent des opportunités uniques d'étude, en révélant parfois des fossiles d'une qualité remarquable. Ils incitent également à développer des méthodes innovantes pour maximiser la collecte, l'analyse et l'interprétation des fossiles, notamment par l'utilisation d'imagerie avancée, de techniques analytiques non destructives et d'approches interdisciplinaires. Dans l'ensemble, la connaissance approfondie des processus taphonomiques en jeu est indispensable pour comprendre le registre fossile de la Zélandia et pour assurer une reconstitution aussi fidèle que possible de son histoire biologique. Cette compréhension ouvre la voie à des stratégies de recherche optimisées, que nous aborderons en évoquant les limites de l'échantillonnage dans la section suivante. L'étude paléontologique de la Zélandia est confrontée à des limites importantes liées à l'échantillonnage, lesquelles influencent la représentativité et la compréhension globale du registre fossile. Ces limites découlent tant de contraintes d'accessibilité des sites que de biais géographiques et temporels, posant des défis majeurs à la reconstitution précise de l'histoire biologique et géologique
de ce continent, presque entièrement submergé. L'accessibilité des sites fossilifères représente la première difficulté majeure. La Zélandia, dans son ensemble, est caractérisée par une surface continentale largement immergée sous des épaisseurs d'eau souvent importantes, dépassant parfois plusieurs milliers de mètres. Cette submersion limite l'accès direct aux formations sédimentaires fossilifères, rendant quasi impossible les fouilles classiques terrestres sur l'essentiel du plateau continental. La recherche dépend donc fortement des techniques offshore, telles que les carottages sous-marins ou l'imagerie sismique, dont les coûts élevés et la complexité logistique restreignent le nombre et la fréquence des campagnes d'exploration. Sur la portion émergée, notamment en Nouvelle-Zélande et en Nouvelle-Calédonie, l'accessibilité spatiale aux couches fossilifères est aussi entravée par la topographie accidentée, les conditions climatiques souvent rigoureuses et la couverture végétale dense qui masque les affleurements. Certaines zones géologiquement riches restent ainsi peu ou pas prospectées, ce qui crée un déséquilibre important dans la connaissance paléontologique régionale. Par ailleurs, des contraintes réglementaires et environnementales peuvent limiter les fouilles, notamment dans les réserves protégées ou les zones à fort enjeu écologique. Ces difficultés d'accès sont à l'origine des biais géographiques dans l'échantillonnage. Les sites les plus accessibles et médiatisés tendent à être surreprésentés dans les études, alors que des régions potentiellement riches en fossiles restent insuffisamment explorées ou méconnues. Ce biais spatial limite ainsi la vision globale de la distribution des espèces fossiles et de leur diversité passée, conduisant à des interprétations parfois incomplètes ou partiales. À cela s'ajoutent des biais temporels qui influencent la répartition des données paléontologiques dans le temps. Certaines périodes géologiques, notamment le Mésozoïque inférieur ou le Paléozoïque, sont moins bien représentées, car les formations de ces âges sont moins accessibles ou ont été détruites par les mécanismes tectoniques et érosifs. Inversement, des intervalles plus récents tels que le Cénozoïque, notamment le Néogène et le Quaternaire, bénéficient d'un meilleur enregistrement fossile. Ce déséquilibre dans la couverture temporelle complique la reconstruction des successions évolutionnaires et la compréhension fine des transitions écologiques. Par ailleurs, la nature fragmentaire et souvent dispersée des fossiles retrouvés engendre un biais taxonomique, où les espèces mieux préservées ou plus répandues dans certains contextes sédimentaires sont surreprésentées par rapport à d'autres groupes plus fragiles ou localisés. Cette situation complique l'établissement d'un inventaire exhaustif et la comparaison précise des assemblages biologiques à travers le temps et l'espace. Face à ces défis, la recherche paléontologique en Zélandia doit recourir à une approche méthodologique intégrée, associant différentes techniques d'exploration. Carottage profond, analyse sismique, imagerie satellite, prospection terrestre ciblée et multiplier les collaborations internationales afin de couvrir au mieux le spectre géographique et temporel. Le développement de technologies émergentes telles que la télédétection avancée ou l'analyse automatisée d'échantillons offre également des perspectives encourageantes pour atténuer ces biais. En résumé, les limites de l'échantillonnage en Zélandia, liées à l'accessibilité réduite des sites et aux biais géographiques et temporels, constituent des défis non négligeables pour la paléontologie. Reconnaître ces contraintes est essentiel pour interpréter avec rigueur les données actuelles et orienter les futures recherches vers des approches innovantes et multidisciplinaires, afin de révéler pleinement la richesse paléobiologique de ce continent unique. Ces questions seront approfondies dans la section suivante, consacrée aux défis et perspectives futures de la recherche paléontologique en Zélandia. La recherche paléontologique en Zélandia se trouve à un carrefour passionnant,
où les défis inhérents à l'étude d'un continent largement submergé et isolé rencontrent les avancées technologiques et la collaboration internationale. Aborder ces défis, tout en explorant les perspectives offertes par les innovations récentes, est indispensable pour envisager l'avenir de la connaissance paléobiologique de cette région unique. Parmi les principales difficultés figurent l'accessibilité limitée des sites, la rareté des fossiles bien conservés et les biais géographiques et temporels déjà évoqués. La majeure partie de la Zélandia étant immergée sous plusieurs centaines à milliers de mètres d'eau, les méthodes traditionnelles de fouilles terrestres ne suffisent pas et les campagnes d'exploration océanique exigent des moyens logistiques et financiers conséquents. Cette réalité rend le travail complexe et nécessite une approche multidisciplinaire, reposant sur des experts de diverses disciplines, telles que la géophysique marine, la géochimie, la sédimentologie et bien sûr, la paléontologie. Pour surmonter ces obstacles, des initiatives internationales ont vu le jour, réunissant des institutions de Nouvelle-Zélande, d'Australie, de France, des États-Unis et d'autres pays. Ces collaborations favorisent le partage de données, l'accès mutualisé aux plateformes techniques et contribuent à un financement renforcé. Le programme International Ocean Discovery Programme, IODP, par exemple, a permis des campagnes de forage stratigraphique profond dans le plateau zélandais, révélant des archives sédimentaires précieuses où abondent microfossiles et traces paléoclimatiques. Les technologies émergentes transforment en profondeur la manière dont la recherche est menée. L'imagerie sismique à haute résolution et la modélisation 3D des sous-sols permettent désormais de localiser précisément les bassins fossilifères et de planifier des carottages ciblés avec un minimum d'impact environnemental. La spectrométrie de masse et les analyses isotopiques avancées offrent des datations et des reconstitutions paléo-environnementales plus fines que jamais. Le développement de l'imagerie numérique, de la photogrammétrie et des techniques de réalité augmentée améliore également la documentation et la diffusion des découvertes. Il devient possible de créer des bases de données accessibles à travers le monde, facilitant les analyses comparatives et la formation des nouveaux chercheurs. L'intelligence artificielle commence aussi à être utilisée pour analyser les grandes quantités de données paléontologiques, identifier automatiquement les fossiles dans les échantillons et prédire les localisations les plus prometteuses pour les fouilles futures. Ces outils révolutionnaires permettent d'accélérer la découverte et la reconnaissance des taxons, même lorsque les restes sont fragmentaires. Par ailleurs, l'intégration croissante des disciplines, telles que la paléoécologie, la génétique ancienne, ancien DNA, quand cela est possible, et la modélisation écologique, ouvre des perspectives inédites pour comprendre non seulement la morphologie des organismes, mais aussi leurs interactions, leurs adaptations et leurs disparitions. Enfin, la sensibilisation croissante à l'importance du patrimoine fossile de la Zélandia conduit à des efforts pour protéger les sites, offrir des formations spécialisées et engager les populations locales. Ces aspects sociétaux sont essentiels pour pérenniser la recherche et assurer une gestion durable de ce riche héritage naturel. En somme, malgré les difficultés propres à son contexte géologique et océanique, la recherche paléontologique en Zélandia est en pleine expansion, portée par l'innovation technologique et la coopération internationale. Les prochaines décennies promettent de dévoiler davantage l'histoire fascinante de ce continent perdu, révélant ses mystères biologiques et géologiques encore enfouis. Ces avancées alimenteront non seulement la connaissance scientifique globale, mais contribueront aussi à une meilleure compréhension de la biodiversité, des dynamiques évolutives et des changements climatiques à l'échelle de la planète. À l'issue de cette vaste exploration des différentes facettes de la Zélandia, tant sur le plan géologique que biologique, il est possible de dresser une synthèse claire
des connaissances actuelles tout en ouvrant des perspectives prometteuses pour les recherches futures. La Zélandia, souvent qualifiée de continent perdu, apparaît désormais comme une entité géologique majeure, dont la genèse, l'évolution tectonique et le positionnement géographique offrent un terrain d'étude unique pour les sciences de la Terre et de la vie. Nous avons vu que la Zélandia s'est formée dans le cadre des grandes dynamiques de fragmentation de la Pangée et plus particulièrement du Gondwana, avec une histoire marquée par un processus progressif de séparation d'avec l'Australie et l'Antarctique, conduisant à un isolement partiel mais durable qui a influencé profondément son profil biologique et géologique. Sa morphologie, aujourd'hui encore largement submergée, révèle un ensemble de reliefs anciens, complétés par des plateaux continentaux étendus, mis en lumière grâce aux cartes paléogéographiques et bathymétriques. Les découvertes scientifiques, bien que relativement récentes, témoignent d'une grande richesse paléontologique, avec des sites fossilifères, terrestres et marins qui ont livré un inventaire diversifié de taxons vertébrés, invertébrés et végétaux. Néanmoins, cette recherche se heurte à des limites d'échantillonnage liées à l'accessibilité des sites et à des biais géographiques et temporels qui nécessitent des approches innovantes, intégrant la radiochronologie, le paléomagnétisme, la biostratigraphie et la calibration des âges pour une meilleure précision chronologique. L'originalité biotique de la Zélandia, caractérisée par un fort endémisme et des phénomènes d'insularité évolutive, révèle le rôle clé de l'isolement insulaire dans la diversification biologique. Les routes de dispersion, qu'elles soient terrestres ou marines, actives ou passives, ont modelé les connexions entre la Zélandia, l'Australie, l'Antarctique et les archipels du Pacifique, influençant l'histoire biogéographique régionale. L'impact de la submersion sur cette biodiversité a été double. Il a engendré à la fois des extinctions majeures et stimulé des radiations évolutives, participant à la structuration actuelle des écosystèmes. La conservation exceptionnelle de certains fossiles grâce à des contextes taphonomiques particuliers, bien que soumise à des biais, offre des fenêtres précieuses sur le passé. Face à ces défis, les perspectives pour la recherche paléontologique sont vastes et stimulantes. Les initiatives internationales, fondées sur la coopération multidisciplinaire et l'utilisation de technologies émergentes, telles que l'imagerie sismique de haute résolution, la géochimie avancée, la tomographie, l'intelligence artificielle appliquée à la reconnaissance des fossiles, ainsi que les carottages sous-marins ciblés, ouvrent des nouvelles portes pour explorer des zones jusqu'alors inaccessibles et affiner notre compréhension. De plus, la synthèse des données paléontologiques, géologiques et géochimiques, intégrées à travers des modèles géospatiaux et chronologiques toujours plus performants, permettra d'élaborer des reconstitutions paléogéographiques précises, essentielles pour mesurer les effets des variations climatiques globales et des processus tectoniques sur la biodiversité. En outre, le développement des programmes de protection du patrimoine fossile, la formation des chercheurs locaux et l'ouverture des bases de données encouragent la pérennité et la démocratisation des connaissances. En conclusion, la Zélandia, tant par son histoire géologique singulière que par sa biodiversité exceptionnelle, représente un domaine d'études fascinant pour les sciences terrestres et de la vie. Les avancées récentes n'en sont qu'un début. L'avenir promet une meilleure compréhension de son rôle dans les grands cycles planétaires, éclairant à la fois les mécanismes de la dérive des continents, les processus d'isolement et de diversification biologique, ainsi que les impacts des changements environnementaux à long terme. Ainsi, la quête pour percer les mystères de la Zélandia s'étendra encore, dévoilant peu à peu un chapitre majeur de l'histoire naturelle de notre planète.